Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 novembre, donc brief un petit peu particulier, hein. Je suis en compagnie des élèves du coup. Voilà, donc ça va changer un petit peu d'habitude, hein. Les briefs resteront dans le même format, vous inquiétez pas. Mais ça va être un tout petit peu différent pour moi puisque je vais essayer quand même d'interagir avec mes élèves. D'ailleurs, petit message aux contributeurs Patreon. Euh, Certains n'ont pas lié leur compte Discord, hein, et ne m'ont pas donné de pseudo. Donc il faudra absolument me donner votre pseudo en message sur Patreon si jamais vous voyez ce brief, pour que je puisse tout simplement vous ajouter aux élèves, hein, et que vous puissiez aussi bénéficier de la rediffusion du brief. Voilà, donc c'était la toute petite parenthèse. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur Bitcoin, hein, donc on parlera aussi des spreads. Je réexpliquerai aux élèves ensuite comment se servir des spreads, c'est quoi les spreads aussi, hein, leur utilité. On parlera aussi bien entendu des assets à risque. Comme on peut le voir, le Bitcoin est le seul asset à performer actuellement. C'est pas anodin, on va en parler, hein, puisqu'il est prêt à prendre de la réelle valeur. Ici, je vous ai mis un petit peu le S&P. Euh, la réelle valeur du S&P et la réelle valeur du Bitcoin, on va parler de ça aujourd'hui. On a clairement un Bitcoin qui est beaucoup plus fort qu'un S&P 500 et on va voir ce que ça signifie bien entendu. On parlera aussi de la navigation des capitaux. Donc là, il s'est passé un petit problème sur TradingView. Prenez pas en compte toutes ces mèches, hein. D'ailleurs, je vais passer en ligne, ça sera plus simple comme ceci parce que bon bah même en ligne, il me met le truc. Ok, je sais pourquoi. Attendez, hop, on va mettre en close comme ceci. Voilà. Du coup, je vais même pouvoir mettre ici. C'est vraiment pour retirer un petit peu le bordel qui s'est passé sur TradingView. Des fois, ça bug, je sais pas ce qu'ils ont à fail comme ça dans les calculs. Donc, j'ai fait un petit peu l'intro. Donc, pour le Bitcoin, rappelez-vous, on avait identifié la zone de combat. Donc, la zone de combat, c'est un petit peu une zone où les acheteurs et les vendeurs se battent. Donc, vous voyez ici, les acheteurs essayent de casser ici pour résoudre cette zone de combat à la hausse, hein, et eux, les vendeurs vont essayer de casser cette zone basse ici. Ok? Tant qu'on est à l'intérieur de cette battle zone, il ne faudra pas s'attendre à une direction claire du marché. Ça, c'est le premier point. Tant qu'on va osciller là-dedans, ça ne bougera pas. Le marché fera rien du tout. On le voit aussi un petit peu au niveau de la volatilité, hein. La volatilité ici, suite à ce M, je vous expliquerai les structures, les élèves ensuite. Et suite à ce M, on a l'information que la volate ici s'éteint un petit peu. Donc il ne faudra pas s'attendre à une énorme volatilité tant qu'on ne sort pas d'entre ces deux bornes. Donc on peut poser des alertes. D'ailleurs, je vais modifier la zone de combat parce que pour moi, cette petite mèche ici, me permet, je voulais pas faire ça, cette petite mèche ici me permet de replacer la zone de combat comme ceci. Je pense actuellement, hop, on peut étendre un petit peu la zone de combat jusqu'aux 4100 $ grosso modo, donc le marché peut osciller entre 12 008 et 14 100 $ pour les prochains jours. Ok, maintenant je vais parler un petit peu des investisseurs. Alors, faut savoir, en tant qu'investisseur, vous êtes dans la pire localisation possible pour investir, mais vraiment, c'est la pire localisation actuellement. C'est très dangereux d'investir dans une zone de rechargement de short. En tant que professionnel, vous pouvez prendre un FIB, vous tracez votre FIB et vous essayerez de localiser au minimum sur le premier arrêt, votre achat, et idéalement dans la zone de rechargement. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va venir chercher cette zone. Mais si vous voulez entrer comme un professionnel et vraiment avoir une entrée professionnelle, c'est comme ça qu'il faut procéder. Dans la zone de rechargement de short, c'est très embarrassant, j'ai envie de dire, et ça peut vite devenir compliqué. Donc il y a plusieurs solutions. Vous vous dites, ok, moi je m'en fous d'acheter ici, j'achète ici, tant pis si ça baisse, je pourrais racheter plus bas, mais je suis totalement en accord avec ça de me dire, ok, j'achète ici, et j'achète par exemple cet énorme W qui peut prendre vie, hein. Pour l'instant, on est à la limite de le confirmer, donc si cette structure prend vie, bien entendu, ça serait très encourageant pour le Bitcoin, hein. Après, on ira sur une charte un petit peu plus long terme avec les élèves, je vais leur montrer un petit peu ça pour leur expliquer. Mais en l'état, en tout cas, c'est un peu une localisation très dangereuse en tant qu'investisseur. Maintenant, si vous voulez mon avis, je vois pas tellement d'euphorie sur le Bitcoin, donc pour moi le top n'est pas encore présent, donc ce marché peut continuer de monter sans trop de soucis. Mais c'est pas parce que le marché peut continuer de monter qu'on peut se dire ok bon bah j'achète ici. Parce que si vous ne pouvez pas accepter une baisse, je sais pas, je dis une bêtise, hein, on revient par exemple dans les 9000, 8000, ça fait quand même moins 30, moins 40%. Peut-être que psychologiquement vous ne pouvez pas accepter cette baisse. Donc au lieu de courir derrière le marché, le mieux ce serait d'attendre vos conditions et je pense que les zones de rechargement d'achat cette fois-ci, pas de short, peuvent être justement de bonnes localisations. Ok? Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le daily. J'ai fait un petit peu le topo pour les investisseurs. On va aller checker un petit peu ce qui se passe sur du court terme. C'est vrai que j'ai pas parlé du momentum en daily. Donc ici le momentum pour les élèves, hein, ça permet un petit peu de retranscrire la force du mouvement. Je vous fais un exemple. Admettons, tonton il court un 500 mètres et on lui dit ok tu dois sprinter sur ce 500 mètres.
Je vais peut-être sprinter au maximum de mes capacités, peut-être 100 mètres, 150 mètres, et encore. Je ne sais pas combien je peux tenir vraiment au max de mes capacités, mais après mes capacités vont baisser. C'est-à-dire qu'à 250 mètres, je n'aurai pas la même allure que j'avais lors des 30 premiers mètres. Donc, tout simplement, si on peut retranscrire mon momentum à moi sur ma course, hein, donc ça c'est ma course de 500 mètres, ok, et ça c'est l'intensité que j'y mets. Donc ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ce que ça baisse comme ceci. Et donc ça, c'est mon momentum. Mais vous voyez, je continue d'avancer, hein, je continue d'avancer, mais pas avec la même intensité. Je n'ai plus la même force que j'ai exercée au début. Ah, le momentum, c'est la même chose. Le momentum, il nous donne la force du mouvement haussier. Ok. Donc ici, vous voyez un petit peu ce mouvement, là, il est en train de commencer à perdre de sa force. Mais est-ce que ça veut dire que je me suis arrêté de courir, je me suis totalement arrêté? Non, j'ai continué de courir. Donc les divergences aussi, donc là on appelle ça une divergence, hein. Cette perte de momentum, ça ne veut pas dire que le marché va faire ça et qu'il va se retourner. Ça veut juste dire qu'on a l'information, ici, là, ce mouvement haussier, ici, il commence un petit peu à perdre de sa force. C'est tout. Mais il peut perdre de sa force très longtemps. C'est-à-dire que moi, je peux continuer de courir des mètres et des mètres et des mètres, euh, peut-être avec une allure très faible comme ceci, mais je peux continuer de courir. Donc le marché peut faire la même chose. Il peut continuer de monter. Pour voir un retournement de marché, on voudrait avoir vraiment une structure, hein. Ici, vous voyez, quand vous voyez des W, c'est simple. C'est bullish, ça veut dire haussier. C'est que le marché est contrôlé par les acheteurs. Ok. Donc ici, je vais passer en line pour les, euh, les élèves. Donc là, vous avez les corps de chandelle représentés avec une ligne. Vous voyez tous ces W ici. Ici, on a eu le signal que les acheteurs ont bien repris. euh, justement, je lis un petit peu ton commentaire, Matt, euh, ont bien repris justement le contrôle de ce marché avec ces W. Et tant qu'on ne verra pas de M, on ne pourra pas se dire que les vendeurs ont pris le contrôle de ce marché. Donc encore une fois, pour répondre à la question de est-ce que ce marché a trouvé un sommet, a trouvé un top ou est prêt à se retourner, pour moi c'est beaucoup trop tôt. C'est bien trop tôt, ok. Ici on a clairement un OBV qui est croissant, on a l'information que les capitaux rentrent dans ce marché. On a aussi William ici qui est stupide, hein, dans cet état d'enfoncement de surachat. Ce n'est pas parce que William est suracheté que le marché va se retourner. Quand William entre dans un état d'enfoncement, justement, ça veut dire que le mouvement est fort, le mouvement tendanciel est fort, et ce mouvement peut rester fort très longtemps. On peut rester dans cet état d'enfoncement de stupidité très longtemps. Le signal qui sera intéressant, c'est lorsqu'on en sortira. Par contre, on a l'information ici, William nous dit « Attention, c'est stupide d'acheter ici ». Tout comme il nous disait « Attention, c'est stupide d'acheter ici ». Ou quand il nous disait « Attention, c'est stupide d'acheter ici. Attention, c'est stupide de vendre ici ». William, il donne juste cette information. Mais ce n'est pas parce que William est stupide qu'on doit faire l'inverse. Par exemple, c'est pas parce que William est stupide dans un état si on est dans un état d'enfoncement de surachat euh, qu'il faut shorter. William, si tu veux, c'est sur cet indicateur, c'est la petite ligne jaune là, juste ici. Ok. C'est juste cette petite ligne jaune. Je rentrerai dans les détails juste après, t'inquiète pas. Mais ici, pour t'expliquer très simplement, c'est cette petite ligne jaune. Ici, la zone colorée, ok, c'est la zone, on va dire, neutre, ok. Ici, c'est la zone de survente, et ici, c'est la zone de surachat. Exactement ça, Morphea. Mais ça, j'y reviendrai après, vous inquiétez pas. Et en gros, lorsque du coup, bon, moi je vais le dire, hein, c'était ma 13 entre dans cette zone de surachat, on estime que William est stupide en zone de surachat. Hein, ok, ça veut juste dire ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le Bitcoin en daily. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai envie de checker un petit peu le profile si j'ai des choses à vous expliquer. Pour le moment, non, on évolue bien au-dessus de la value haute. Bon signe pour les bulls, donc non, non. Donc la value haute, hein, c'est ce qui est grisé ici. Ici, c'est la value et ici, c'est la value basse. J'espère que vous voyez un petit peu. Exactement, exactement. C'est comme le RSI. Qui peut être modifié. D'ailleurs, notre William R hein, est modifié. Hein. De base, c'est sur 14 périodes et on l'a passé en 21 périodes. Non, non, c'est pas le RSI, c'est William R. William R, ok. C'est un petit William R qu'on a customisé, on l'a passé à 21 périodes et on y a rajouté une EMA 13. Ok. C'est pour lisser un petit peu l'indicateur, cette EMA 13. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le daily. Maintenant, en 4 heures, on a la même information que je vous ai dit en daily. Hein. C'est ici, on voit un momentum qui commence un petit peu à perdre de sa force. Alors, cette divergence, on peut se dire qu'elle a été avalée précédemment. Vous voyez, on voit un petit peu ces concepts de W. Lorsque le marché se remet à dessiner du W, c'est que cette divergence ici est probablement en train d'être avalée. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les bulls, donc les acheteurs, n'arrivent pas à aller chercher justement un nouveau sommet ici sur le momentum. On continue bien d'avoir un momentum qui n'arrive pas à chercher de nouveaux sommets.
Et donc, on va voir justement si le momentum va réussir à créer une énième divergence parce que pour l'instant, la nouvelle divergence qu'on crée, elle n'est que potentielle. Pourquoi elle n'est que potentielle, hein, les élèves? C'est tout simplement parce que la structure n'a pas encore pris forme. Ok. Vous voyez ici, pour identifier une divergence validée, beaucoup ont du mal justement avec les divergences. On voit des divergences un peu partout, mais faites très attention. Les divergences se confirment lorsque les structures prennent forme. Donc il faudra venir casser ici sur MACD pour avoir cette divergence confirmée. Pour l'instant, elle n'est que potentielle. Lorsque la divergence ne sera que potentielle, je ne la mettrai qu'en petit tiret, ok? Voilà. Ça, c'est un petit peu pour le momentum. Maintenant, en 4 heures, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Rappelez-vous, on s'attendait soit à du M ici, donc auquel cas on retour premier arrêt, ce qui aurait été tout à fait naturel, ou à du W, hein, pour partir sur des mouvements de continuation, et c'est un petit peu ce que le marché essaye de faire. Maintenant, il faut que le marché essaye de se reprendre, hein, essaye de poursuivre son mouvement haussier. Ça, c'est ce qu'on attendra. Voilà, exactement, Morphéa, c'est parce qu'elle peut, justement, elle peut ne pas se confirmer, elle peut s'invalider. Euh, donc, faire très attention avec les divergences, il faut vraiment des divergences confirmées et pas des divergences potentielles. C'est très très important. Donc ça, c'était un petit peu pour le Bitcoin en 4 heures. On peut aller très rapidement sur du court terme, hein. On peut potentiellement voir un setup de continuation, comme ceci. Je vais essayer de vous tracer ça. Donc un step de continuation, ça c'est dans les modules, hein. Je l'aborde dans les briefs, donc je vais continuer de l'aborder, mais en gros c'est ce qui permet de suivre un mouvement. Donc si c'est simplement le fait de prendre notre mouvement AB, de le cloner pour que ça puisse donner CD comme ceci, ok? Et donc on pourrait partir sur des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener dans les 14 800 dollars par exemple. Pour l'instant je vois rien de bearish sur ce marché. À part qu'on a fait une toute petite chasse au stop, mais ça, d'un point de vue pur prix d'action, bah, c'est bon en fait, parce que ici, le marché prouve qu'on arrive à venir déborder ce niveau, hein, que les vendeurs n'arrivent pas pour l'instant à avoir un rejet puissant de ce niveau, donc pour l'instant, c'est bon signe. Pour l'instant, voilà, le Bitcoin, c'est assez bon signe. Après, avec les élèves, quand j'irai voir avec vous un petit peu la charte pardon, du Bitcoin sur du long terme, vous verrez que c'est quand même assez bon signe, hein, quand même pour Bitcoin si on a quelques confirmations supplémentaires. Je reviens sur ce setup de continuation. Donc le but, c'est simplement d'identifier trois creux ascendants, donc comme ceci, un creux, deux creux, trois creux. Donc ici, on a un creux. On peut trouver un deuxième creux, par exemple ici, trouver un troisième creux, comme ceci. Et si le marché nous dessine ça, on pourra avoir une entrée pour suivre ce mouvement de continuation, encadrer notre entrée de la sorte, hein, entrée proche des 0,25, le stop en dessous des 0, et ensuite la target max juste ici sur notre target CD, donc notre point D, hein. Et ici ça pourrait nous offrir un risque reward de 3,16 et ça ce sera aussi une notion de gestion du risque que j'aborderai avec vous les élèves dans les briefs, ok? Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le setup de continuation qu'on peut envisager sur du court terme. Maintenant on va parler un petit peu des spreads. Pour les élèves qui ne savent pas ce que sont les spreads, en gros ici on a pris les contrats futurs, donc là je les ai pris sur Deribit, donc des contrats futurs à échéance 3 mois, et on a simplement pris la différence entre le prix du contrat futur et le prix du réel prix du Bitcoin, du coup, hein, là où vous achetez réellement du Bitcoin, donc par exemple Kraken, Bitstorm, Coinbase, là où vous voulez acheter du Bitcoin pour le mettre en portefeuille. Et en gros, ici on a l'information qu'on a un spread qui est positif. Donc lorsque le spread sera positif, hein, ici vous le voyez 146, c'est-à-dire que le prix du contrat futur est 146 dollars plus élevé que le prix du Bitcoin qui s'échange sur le spot, donc là où vous achetez du Bitcoin. Ok. Donc ce spread nous indique qu'on a un Bitcoin qui évolue sous Contango, donc on a un spread sous Contango. Quand ce sera supérieur à 0, je parlerai de Contango. Quand ça sera inférieur à 0, je parlerai de backwardation. Quand c'est supérieur à 0, ça veut tout simplement dire qu'on est sous Contango, que la demande surperforme l'offre. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire qu'on est en backwardation et que donc l'offre surperforme la demande. Ok. Un contrat futur, si tu veux, c'est un contrat dérivé qui te permet de spéculer sans avoir directement le Bitcoin en ta possession. C'est juste ça, et en gros, ce contrat expire à une échéance future, donc ici, c'est sur une échéance de 3 mois. Ok. Et en gros, ça permet un petit peu de récupérer le sentiment des investisseurs s'ils sont pessimistes ou optimistes. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on regarde les spreads pour se dire, est-ce que le sentiment il est optimiste ou pessimiste? Voilà, exactement le lizard. Merci pour ton message, ça permettra un petit peu d'aiguiller les élèves, mais je pourrais y revenir après, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ok. Concernant Ethereum, c'est un peu la même chose qu'on voit sur Bitcoin actuellement. Actuellement, Bitcoin, il nous donne l'information côté spreads. Bulls, calmez-vous un petit peu, faut se ressaisir, hein. Donc on peut s'attendre à un peu plus de consolidation ici avant de poursuivre notre mouvement. Ok. Pour l'instant, les spreads nous donnent juste cette information. Ethereum donne un petit peu la même information. On a un Ethereum, on a des spreads qui donnent l'information d'Ethereum de consolider. Et Ethereum, quand j'irai voir ça avec vous après les élèves, on verra qu'Ethereum tout simplement est dans une énorme consolidation. LTC était un petit peu plus encourageant, mais LTC nous donne la même information maintenant, hein, que Bitcoin et Ethereum. C'est bulls, calmez-vous un petit peu. Donc les acheteurs, calmez-vous. On a besoin un petit peu de consolider avant de potentiellement repartir. Et ça, c'est l'analyse intermarket, mais je vais pas venir dessus, hein. Je vais pas expliquer grandement les détails pour le moment, sinon ça va vraiment vous perdre. Mais actuellement, l'information que je peux vous donner, c'est qu'on a bien des capitaux qui fuient l'USDT pour aller dans le Bitcoin. Voilà, ça c'est un petit peu l'information qu'on a. Ok. Donc c'est bon signe, hein, ça veut dire que les capitaux rentrent dans le Bitcoin. Donc c'est bon signe pour le Bitcoin. Côté asset à risque, donc du côté des assets à risque, on a S&P 500, on a Bitcoin, on a le pétrole. Et de l'autre côté, on a les risk-off, hein, donc on a les obligations, l'or et le yen. Et on peut voir qu'actuellement, vous pouvez le voir, hein, le seul asset à performer, c'est Bitcoin. On a le S&P qui est en période d'incertitude à l'approche des élections, hein. Comme on peut le penser, si Biden est élu, ça peut être mauvais signe pour le marché. Si Trump est élu, ça peut être bon signe, hein. Et je pense que le marché, justement, attend la décision de cette élection pour soit ça part en W, c'est bullish, soit ça part en M et on instaure un sommet de marché sur le S&P et S&P devrait saigner un petit peu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si le S&P saigne, Bitcoin va saigner? Ben, personnellement, je peux essayer de répondre à cette question. Quand on regarde la réelle valeur, donc là pour les élèves, quand je vous parlerai de réelle valeur, c'est quand on aura retiré la dévaluation du dollar. Parce que oui, euh, les actions montent, les indices montent, le S&P monte, etc. Mais sa réelle valeur ne monte pas. La valeur du S&P monte parce qu'on dévalue le dollar, parce que le dollar vaut de moins en moins quelque chose. Ok. C'est vraiment la nuance, hein. Et l'information qu'on a, c'est que le S&P est très moche à voir. Quand vous voyez des M, c'est moche. Quand vous voyez des W, c'est joli. Et ce qu'on voit ici sur le S&P, donc là c'est le S&P en ayant retiré cette dévaluation du dollar, on voit que le S&P est prêt à perdre de la réelle valeur. Donc, il peut perdre énormément de valeur contre le dollar. Ok. Et là, on a l'information aussi que le S&P est très inquiétant comparé au Bitcoin parce que lui, le Bitcoin, il vient de casser une résistance qui est assez majeure, il vient de faire un épaule-tête-épaule inversé, ce qui est une figure de retournement de marché. Donc on a l'information que Bitcoin, lui, est prêt à prendre de la réelle valeur. Donc il peut exploser contre le dollar, hein, surtout si le dollar perd de sa valeur. Imaginez un Bitcoin qui prend de la réelle valeur, en plus de ça avec un dollar qui perd de la valeur. Donc le prix du Bitcoin en dollars peut augmenter très très vite. Ok. Et ça, c'est l'information qu'on a. C'est pour ça qu'actuellement, pour moi, on a Bitcoin qui prend de la valeur. Ici, on a Bitcoin qui se décorrèle de tout marché. Il est décorrélé du gold, il est décorrélé du S&P et il est en train ici de créer un mouvement parabolique de partir tout seul. Il est en train de partir tout seul, il se détache complètement de ce qui peut se faire sur le S&P et le pétrole. Concernant la navigation des capitaux, on a aussi l'information ici que les capitaux re-rentrent massivement dans Bitcoin, hein. Et tout simplement, ici, on attendra justement de voir si on arrive à péter ce premier arrêt juste ici. Pour les élèves, je vous expliquerai un petit peu ces concepts de premier arrêt, hein, quand on abordera les premiers cours. Je pourrai revenir aussi après dans le brief, vous inquiétez pas. Mais l'information qu'on a ici, c'est ok, on consolide un petit peu. Si la dominance Bitcoin casse ce premier arrêt, le mouvement pourra se poursuivre, hein, sur la Bitcoin dominance. Donc on aura l'information que les capitaux continuent de rentrer dans Bitcoin. Et ça, ce sera bon signe pour Bitcoin et donc mauvais signe pour les alts. Et on pourra donc avoir des alts qui perdent de la valeur contre Bitcoin et un Bitcoin qui prouve de plus en plus, hein, que c'est lui un petit peu le mastodonte du marché et qu'il est prêt à regagner des parts de marché, si je puis dire, à l'intérieur du marché crypto. Ok. Alors, il y a une question très intéressante de Socrate qui est: ça fait un moment que j'essaie de comprendre pourquoi les indices européens ne sont montés qu'à 50% du niveau avant Covid et pourquoi S&P a récupéré son niveau d'avant. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont dévalué le dollar. Ils ont clairement dévalué le dollar. Donc, mais si tu vois sa réelle valeur, hein, nous, en Europe, on a beaucoup moins dévalué l'euro, hein. Des plans de relance beaucoup moins puissants, beaucoup moins de stimulus. Donc, je vais retourner sur la charte. Mais regarde, ici, c'est le S&P avec la dévaluation. Mais si tu prends le CAC 40, par exemple, on va montrer le CAC 40.
tu regardes un petit peu le CAC 40, tu vas voir que bah nous, vu qu'on n'a pas d'évalué, on n'a presque pas d'évalué au final, hein, bah, on a le même niveau. On a un S&P avec sa réelle valeur qui ici est bien venu rechercher de mémoire 61,8. Voilà 61,8, ce que le CAC a fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est très mauvais signe ce qui se passe sur le CAC actuellement. Lorsque vous voyez tous ces M se confirmer, ça sent pas bon pour le CAC. Donc vigilance hein, sur CAC 40 bien sûr, mais aujourd'hui c'est pas le terme du brief, mais tu vois un petit peu. Voilà, moins de planches, c'est exactement ça le chagrin. Moins de planches à billets pour l'Europe, beaucoup plus pour les États-Unis, mais si on reprend la réelle valeur, ça change pas. Ça change pas. Les Américains, ils ont pas repris de la réelle valeur. Hein. Ils ont juste dévalué leur dollar et on est au même point que l'Europe. Mais on fait croire justement aux investisseurs que tout va bien, que tout se passe comme prévu. Regardez, nouveau sommet sur le marché américain, tout va bien, on s'en sort, la crise Covid, c'est rien, mais l'information qu'on a, c'est non, tu as dévalué ton dollar pour que tes indices puissent se comporter bien, mais la vérité, c'est pas ça, tu mens aux investisseurs. Vraiment, il maquille la réalité, c'est exactement ça, Socrate. Il maquille réellement la réalité. C'est exactement ça. C'est énorme, vraiment, 22% de création monétaire, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et, bah, Trump, lui, il est pour le stimulus de ce que j'ai compris. Donc, bon, bah, si Trump passe, les investisseurs vont se dire waouh, du stimulus. Bon, bah, allez, let's go, c'est reparti. Hein. Venez, on dévalue encore plus le dollar. Biden, il est un peu moins contre faire tourner la planche à billets. Donc, et lui, il veut confiner un peu plus sévèrement de ce que j'ai compris. Donc, Biden, on pourrait penser que c'est un peu péjoratif, c'est négatif pour les marchés. Trump, ça pourrait être bullish pour les marchés. Et les marchés nous présentent cette incertitude. Bon, vous voyez ici ce setup de continuation, d'ailleurs, ne s'est pas déclenché, hein, mais le marché ici reflète cette période d'incertitude, vous le voyez. Hein. Ici, soit ça part en M, donc Biden est élu, probablement ça part en M. Trump est élu, ça part en W, tout va bien, venez, on réinjecte des millions, des milliards, des trilliards même, et c'est reparti, let's go, dévaluons le dollar jusqu'à sa mort, j'en sais rien. Mais ça serait très très inquiétant pour le dollar, et je pense que vraiment l'Amérique est dans une sacrée merde. Hein. Bon, même en Europe, on est dans une sacrée merde aussi, je pense. Parce que voilà, les CAC, il n'est pas du tout encourageant. On fait la même chose que S&P. Ici, on est prêt à partir sur des mouvements de continuation. On est prêt à aller explorer de nouveaux plus bas sur le CAC 40. Bon, si on explore de nouveaux plus bas comme ça sur le CAC 40, hein, si on va casser le niveau qu'on a trouvé en mars, bon, je pense qu'on risque de voir Macron quand même beaucoup à la télé. Bah pour le Bitcoin, justement, de ce qu'on voit, c'est que Bitcoin, il se décorrèle, justement. Lionel, il se décorrèle. Bitcoin, il nous donne l'information qu'il est prêt à prendre de la réelle valeur. Donc actuellement, il n'en a rien à foutre de ce qui se passe sur le S&P et c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un S&P qui perd énormément en valeur et avoir un Bitcoin qui explose. Vraiment, je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin exploser dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois peut-être, parce que Bitcoin est prêt à reprendre, exactement on le voit, c'est Macron, Bitcoin est prêt à prendre de la réelle valeur. Hein. Et justement, quand je vois la charte du Bitcoin, donc je vais vous remontrer ça sans l'inflation, donc sans la dévaluation du dollar, c'est la première fois que pour moi Bitcoin me montre que ok, regardez, votre S&P se pète la gueule. Comme on peut le voir ici, le S&P est très moche, votre S&P est moche, on dévalue le dollar. Et là, on a l'information que ok, Bitcoin il peut potentiellement jouer son rôle de valeur de refuge, pardon, pour lequel il a été créé de base pour un petit peu voilà, sortir de cette spirale infernale dans laquelle on est bloqué avec le dollar, l'euro, etc., la monnaie actuelle comme on la connaît. Donc BTC, voilà exactement, BTC pourrait devenir un risk-off, exactement, exactement. Par le passé, il ne nous a pas prouvé hein, qu'il pouvait devenir un risk-off. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je l'ai toujours laissé côté asset à risque. Mais là, il montre qu'il est prêt à prendre de la réelle valeur, et s'il se décorrèle vraiment, et qu'on voit vraiment une dévaluation du dollar et un S&P s'éclater par terre, on pourra se dire, Bitcoin, peut-être, qu'il est là maintenant pour être l'actif refuge. Et c'est pour ça, après, hein, quand on va aller voir un petit peu, comment dire, on va aller voir un petit peu la charte long terme, c'est ce que vous allez voir, on va voir que le Bitcoin est sur un point clé, est un point clé pour l'avenir, et peut-être qu'on pourra initier justement de gros rallyes sur Bitcoin. Alors c'est assez intéressant ce que tu dis, mais alors en tant qu'investisseur, on ne va pas rentrer. Alors comme j'ai dit en début de brief, tu as le risque d'acheter cette zone de rechargement de short et de te dire si ça descend plus bas, c'est pas grave, je garde mes bitcoins. Par contre, si psychologiquement tu n'es pas prêt à entrer, on va aller voir des altcoins justement parce qu'en fait que tu investisses sur Bitcoin ou dans certaines altcoins, ça reste dans le même secteur, qui est le secteur des cryptos. Et si tu ne trouves pas des conditions intéressantes sur Bitcoin, on va pouvoir aller en chercher ailleurs, sur d'autres alts. Et je vais vous montrer quelles sont les conditions qui peuvent être intéressantes. Ok?
Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici un petit peu pour le brief pour justement YouTube, hein. Je le répète, mais le trône a ouvert les portes de son école, donc si jamais toutes les infos sont en description et en commentaire, hein, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Je le répète, le Discord possède toujours un environnement qui est public, accessible à tout le monde, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Je vous souhaite une excellente journée, donc moi je vais poursuivre le brief avec les élèves. Allez, ciao tout le monde.